pouvoir à un très haut niveau. On peut se retrouver avec un député localement qui cherche à influencer. On peut se retrouver avec un maire qui cherche à influencer. Donc, toujours pour garantir la question des indépendances, on préfère, si même les ministres, on ne met pas dans le conseil d'administration, ce n'est pas pour aller mettre des députés ou des trucs. On crée des incompatibilités clairement entre les fonctions de direction et les fonctions électives. Bien entendu, tous ceux qui sont à la fois au conseil d'administration et au conseil de direction ne peuvent pas avoir le conflit d'intérêts de façon classique par un conseil de direction avec les différents directeurs des différents départements. Et bien entendu, c'est le directeur général qui représente l'institution en justice tant en demandant qu'en défendant. Avec l'obligation de chaque fois qu'il y a des litiges, des cas qui sont pendants, d'en informer sa hiérarchie. Parce que si l'institution se retrouve avec un procès qui risque de lui coûter quelques millions ou dizaines de millions de gouttes ou de dollars, on croit qu'il ne serait pas bon que son fonctionnement, comme pour les autres organismes autonomes, provienne uniquement de dotations budgétaires. Il faudrait que l'institution puisse avoir des ressources propres. Comme dans le cas de l'autorité portuaire, donc de régulation des ports, cette autorité va évoluer dans un secteur qui dispose de pas mal de revenus. Donc, il faudra trouver les moyens pour que les sources de revenus viennent du secteur. Et évidemment, nous proposons différentes formes, et ça, c'est des éléments que je vais devoir voir de manière plus pointue avec l'ABN, et sur la base des résultats des travaux qui sont confiés à CTS et au Grand Maritime du Havre, qui vont dire exactement quel profil de personnes on aura, le niveau de ces personnes, ce qu'on va appeler pour leur salaire, toutes les activités qui resteront de la responsabilité de l'autorité devront être financées. Il faudra une évaluation des mesures de financement. Les projets d'extension, d'agrandissement des ports, tout ceci, il faut une estimation de ce dont on aura besoin du chiffre d'affaires dans le secteur, que ce soit sur des montants forfaitaires qui aura payé par chaque opérateur ou bien chaque type de transaction, c'est mission et correctement. Donc, à partir de ces questions, je prends beaucoup sur les résultats des travaux que CTS et GPMH sont en train de réaliser actuellement pour l'autorité, pour l'ABN, et sur cette base-là, ça nous permettra de définir plus facilement les besoins et voir en correspondance les ressources qu'il faudra trouver. Alors, maintenant, les compétences générales qui seront celles de l'autorité de régulation. Merci. Ou qu'il y ait des nouveaux textes, qu'il y ait des modifications du texte réglementaire qui devraient être adaptées aux circonstances, aux besoins, selon les besoins de l'évolution du marché ou de l'activité portuaire. Ce sera également à l'autorité de régulation de faire des suggestions et de faire des propositions au ministère du Tutelle pour que ça soit acheminé et que ces textes soient modifiés, revus ou modifiés ou revus. Une fois que la loi est votée, nul n'est censé ignorer la loi. Si la loi est votée, si on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est le principe général dont il est. Dans ce cas particulier, dans la mesure où il y a plein de spécificités, de détails techniques, il faut que l'autorité de régulation s'assure vraiment que tout le monde soit bien informé. Et les nouveaux moyens technologiques, mais au moins la diffusion systématique du code des ports. Du code des ports qui rassemblera à la fois la loi et les textes d'application, directives et toutes sortes de règlements généraux que l'autorité de régulation pourra émettre dans le cadre des fonctions. Tout ceci devrait être disponible et même mis à jour de manière régulière, chaque fois qu'il y a des modifications et des changements. Une publication annuelle ou de chaque 2 ans, c'est devrait être des tâches de l'autorité de régulation.
Quand c'est l'autorité de régulation qui est sollicitée pour l'obtention d'une concession. Par exemple, si on décide de créer un nouveau port, ou s'il y a quelqu'un qui envisage, qui voit qu'il y a intérêt à créer un nouveau port de territoire et que cette personne vienne présenter, ce sera à l'autorité de régulation de connaître au premier niveau de ce type de demande et d'accorder directement les concessions et de veiller au respect de tout ce qui figurera de tout ce qui va figurer dans la contrat de concession. Maintenant, ça c'est au premier niveau. Au second niveau, il y a un travail de contrôle qui devra être fait aussi par rapport si, bon là j'ai besoin du secteur privé, je vais proposer une concession, je vais proposer un contrat de gestion, je vais donner les nouvelles autorisations à tel ou tel élément du secteur privé pour faire telle ou telle activité. Dans ce cas, c'est l'entité d'exploitation qui prend l'initiative, qui assure le contrôle, mais au moment de la prise de décision, il y a une supervision de la part de l'autorité de régulation et avec les mêmes exigences et les mêmes niveaux de transparence et de liberté de concurrence, etc. Parce que toutes les exigences qu'on fait à l'autorité de régulation en matière de transformation du territoire, c'est ça va être de la responsabilité directe de l'autorité de régulation. Alors j'ai posé la question, nous n'avons pas de fleuve navigable, donc il n'y aura pas de port fluvial en Haïti, sauf s'il y a des chamboulements au niveau environnemental qui nous donnent des fleuves navigables, mais il y a peu de chances qu'on arrive à cette situation. Mais par contre, je me suis posé la question, est-ce que sur le lac Agéry, il n'y aura pas un jour une activité maritime qui justifiera l'établissement d'un port de plaisance ou même un port commercial pour le transport. Et c'est à ce moment qu'on m'a fait remarquer qu'il y a un port, il ne faut pas exagérer en disant un port. Il y a des petites installations débarcadères sur le lac Agéry à Bombanique et il y avait des activités. On a appris que l'Obargo, c'était très actif et il y avait un volume considérable qui passait souvent en contrebande à travers le lac Agéry. Donc, il faudra peut-être inclure dans le domaine public portuaire, pas seulement là c'est le volet maritime, mais les ports établis sur d'autres plans d'eau également. Au secteur privé, quand c'est jugé plus avantageux pour les usagers. Quand l'État voit la nécessité d'ouvrir un nouveau port, notamment sur la façade nord, du côté de Moelle-Saint-Nicolas, sur la façade sud du pays, on voit la nécessité qu'il y a un port de plaisance à construire, que le ministère du Tourisme veut faire des installations pour accueillir les bateaux de plaisance et tout ça. Cette discussion peuvent avoir lieu au secteur privé que ce type d'investissement pourra se faire. Et je le dis préalablement, c'est obligatoire à la fois pour l'autorité de régulation et pour la société d'exploitation. La question de la libéralisation de certains services, ça c'est déjà, la PN n'a pas attendu le nouveau texte pour le faire. En regardant la loi 85, et il est prévu que dans cette allusion, la PN a le droit de passer des concessions, de donner à bail une partie de domaine public pour certaines activités. C'était prévu de manière très succincte, mais là, ça va être bien plus élaboré, réglementé et encadré. Le principe de la concurrence, nous en avons parlé, et la question de l'égalité de traitement pour tous les usagers. Nous allons revenir sur la concession, contrat de gestion, autorisation. Et chaque fois, systématiquement, il faudra